Salut, bonsoir à tous, bienvenue sur le Grand Rendez-vous. C'est bien le Grand Rendez-vous, hein, le rendez-vous de vos chroniqueurs pour des éclairages et analyses de factures. Merci de vous joindre à nous pour tout savoir et tout comprendre de l'actualité au sommaire. Cela sonne comme un réveil politique pour la force Kori, pour un Bénin émergent. Le parti passe à la vitesse supérieure, commence autrement à investir le terrain. Son premier responsable prend des initiatives de reconquête, mais dans le même temps, il suspend à titre provisoire des cadres qui apparemment ont passé outre les lignes directrices. On parle de manquements graves. Ce soir, nous irons voir de près ce qu'il en est et quel est le nouveau rythme que la FCBE se donne pour répondre présent au rendez-vous de 2026. Paul Roupet, secrétaire exécutif national, est notre invité. En toute franchise, il aura à répondre à nos questions sur la vie de son parti en cette ère de réforme politique et électorale. Mais bien avant, nos chroniqueurs se prononcent le point de vue ou les points de vue à suivre quand il aura planté le décor. Je vais parler de notre éditorialiste Omar Salouf qui décrit l'apôtre Paul qui montre la voie. Et puis ensuite, nous allons donner la parole à un internationaliste, Hamzat Abdoulaye, qui nous emmènera en Côte d'Ivoire pour parler de la candidature à l'investiture. De l'autre côté, pour parler de la présidentielle, l'opposant Tidjane Thiam est réélu à la tête de son parti, le PDCI. Qu'est-ce que cela vient changer dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire? On va en parler dans l'œil de l'expert. Merci d'être avec nous. C'est le Grand Rendez-vous. Bienvenue. Alberto Mardoché Goulou, bonsoir. Bonsoir Christian Daridja, amis téléspectateurs, bonsoir. D'entrée dans cette météo politique, vous nous emmenez au sommet de l'appareil d'État où pratiquement tout se décide, le pouvoir exécutif ou si vous le voulez, le gouvernement. Oui Christian, c'est bien là. C'est lui qui définit la politique de développement d'un pays, prend les grandes décisions, applique les lois et conduit l'action publique. Mais derrière le mot gouvernement, quelle est la vraie réalité institutionnelle au Bénin? Comment est-il composé? Jusqu'où vont ses pouvoirs? Ce soir, la météo politique prend la température du pouvoir exécutif. Alors, de façon basique, dites-nous, c'est quoi le gouvernement? Le gouvernement désigne l'organe politique qui exerce le pouvoir exécutif d'un État. Il est généralement constitué de ministres et de secrétaires d'État dans certains pays. C'est cet organe qui décide et entreprend les actions nécessaires à la conduite de l'État. Pour une clarification très rapidement, dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement. Dans un régime présidentiel, le gouvernement n'est responsable que devant le chef de l'État, comme dans notre contexte politique. Revenant à l'action et à la gestion, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Pour ce faire, il s'appuie sur l'administration publique. Son rôle, sa composition, son organisation et son fonctionnement vont être différents en fonction de sa forme et de l'orientation politique que le chef de l'État lui donne. Et de sa nomenclature, on a souvent un regard, je dirais, sur les ministres dans la préséance qui est bien définie. Ministre d'État, nous avons les ministres délégués, nous avons également des secrétaires d'État par endroit. Parlez-nous-en. Oui, Christian, c'est le président de la République qui détient le pouvoir de désigner ses ministres et de leur donner le titre qu'ils souhaitent en fonction du portefeuille, du rang et de bien d'autres éléments à la discrétion du chef de l'État. Ainsi, nous avons dans des gouvernements le ministre d'État, vous venez d'en parler, c'est souvent un ministre de premier rang, une personnalité politique importante. C'est un titre honorifique et protocolaire sans pouvoir supérieur sur les autres ministres. Il y a le ministre délégué, lui, est rattaché à un autre ministre. Il prend en charge une partie spécifique d'un grand ministère. Il agit sous la coordination de son ministre de tutelle. Quant au secrétaire d'État, ce poste est rare au Bénin et correspond à un niveau inférieur, souvent technique ou administratif. Un aperçu très rapidement sur la composition du gouvernement au Bénin. Oui, le gouvernement du Bénin est présidé par Patrice Guillaume Athanase Talon. Il est depuis 2016 le président de la République du Bénin, chef du gouvernement, chef de l'État et chef suprême
des Armées. Son gouvernement actuel est composé de 21 ministres, dont 2 ministres d'État. Abdoulaye Biotchani, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Romiad Wadaï, il est ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération. Ensuite, nous avons 19 autres ministres, dont 5 femmes aux fonctions importantes. Et concrètement, qu'est-ce qu'un ministre peut faire? Quelle est l'étendue de ses pouvoirs et ses limites? Chaque ministère où chaque ministre gère un département ministériel. Ils élaborent les politiques publiques dans son domaine, proposent des projets, même des projets de loi que porte le gouvernement, signe des arrêtés, supervise les services sous sa tutelle. Mais attention, il agit toujours sous l'autorité du chef de l'État. Il n'a pas l'autonomie politique totale. Un ministre ne peut ni désobéir à la ligne du gouvernement, ni décider seul d'une politique nationale. Et surtout, il n'a pas de mandat électif. Il tient sa légitimité du décret présidentiel qu'il a nommé et qui peut aussi le démettre de ses fonctions à tout moment. En résumé, Christian Adanidjan, le ministre, est un exécutant de haut niveau, mais toujours sous contrôle. Une autre précision très importante, un ministre peut être poursuivi s'il est soupçonné de mauvaise gestion, de détournement ou d'abus de fonction. Exercer une fonction ministérielle n'efface pas les responsabilités personnelles. Bien au contraire, le devoir d'exemplarité est plus fort et les actes posés engagent leur nom parfois pour la vie. Alors, que retenir finalement le gouvernement et puis une institution toute puissante? C'est une question. Oui, rappelons juste que le gouvernement est le bras exécutif de l'État. Il agit, il propose, il applique, il gère. Mais le cœur du pouvoir reste la présidence de la République. Les ministres sont des techniciens politiques, ils pilotent les dossiers, mais ne tiennent pas le volant suprême. Dans le ciel politique béninois, le gouvernement fait briller les étoiles, mais le soleil, c'est ailleurs qu'il se lève. Et voilà, on va revenir maintenant à l'actu de la semaine. Elle est bien riche et bien fournie. Un vent a fortement soufflé au niveau de la FCBE, suspendu par le parti. Alain Adiou tourne la page. Accusé de trahison et d'espionnage, Alain Adiou prend une décision forte après sa suspension. Il a annoncé sa démission du parti Foscori pour un Bénin émergent, mais ne donne pas de précision sur sa destination. Il assume son départ et dévoilera dans les jours à venir son nouveau choix politique. La démission de ce membre influent du bureau exécutif national et conseiller politique fait suite à la suspension de 6 responsables le 3 mai 2025 à l'issue de la 2e session ordinaire de la Foscori pour un Bénin émergent. Pour Lionel Zissou, les choses vont vite. Eh bien, sous Patrice Talon. Oui, l'ancien Premier ministre et observateur avisé de la politique béninoise a livré une lecture apaisée mais affirmée de la situation nationale. Pour lui, le Bénin avance et sous Patrice Talon, le pays évolue vite avec efficacité. C'est en marge d'une réception à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne que l'ancien candidat à la présidentielle a salué la dynamique de développement en cours. Une appréciation faite dans un contexte où l'élection générale de 2026 commence à s'inviter dans les esprits. Saka Saleh plaide pour des primaires justes chez les démocrates. Oui, chez les démocrates, l'heure est à la clarification interne. Nouridine Saka Saleh appelle à des primaires équitables pour désigner le candidat du parti à la présidentielle de 2026. Il insiste sur l'exigence de loyauté et de la transparence dans le processus, gage de la cohésion et d'adhésion populaire. C'est son appel à jouer la carte démocratique jusqu'au bout pour éviter toute contestation et fédérer les forces autour d'un seul visage. Je parle maintenant du mouvement chez Boni Yayi. 2 visites en quelques jours. Oui, l'agenda politique de l'ancien président de la République de plus en plus chargé. Il a eu un échange avec le médiateur de la République, Pascal Ressou, qui, dans une démarche de dialogue et de cohésion, s'est rendu à son domicile. Maître Adrien Ouedi, figure politique emblématique, est lui aussi allé à la rencontre de Boni Yayi. Il s'agit de leur 2e échange en peu de temps. Ces visites répétées donnent à lui une volonté partagée de décrisper le climat politique à quelques mois des échéances électorales. Alors, on va finir avec la météo de cette semaine. Qu'est-ce que ça dit?
Oui, au niveau de l'UPR, ça commence à sentir l'indécision dans l'air. C'est un ciel gris qui plane au-dessus de ce parti. Les acteurs se regardent pendant que la tempête électorale approche. Pour l'instant, personne n'ose encore prendre le vent de la décision. Les ambitions sont posées là, comme des nuages lourds, mais sans éclat de lumière. Tout le monde attend ce ciel qui ne bouge pas. Est-ce que le parti finira par s'éclaircir ou va-t-il rester bloqué dans cette brume d'incertitude? Bien malin, celui qui pourra nous le dire. Le bloc républicain est sous un ciel en apparence ensoleillé. Tout semble aller pour le mieux. Mais ne vous y trompez pas, derrière ce soleil, il y a des nuages de stratégie qui cachent une réalité bien plus complexe. Le grand ciel bleu semble être un mirage politique. Tout le monde attend un signal, mais personne ne veut bousculer l'ordre établi. Les discussions s'étouffent dans les couloirs. Les leaders se regardent, chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Où est la lumière? Où est le grand projet? Le temps est à l'attente et l'attente commence à être une gêne. Chez les démocrates, le ciel est tout sauf paisible. Une pression atmosphérique incroyable avec des orages de mécontentement qui grondent au-dessus des têtes des militants. Le nuage des élections est trop lourd et une pluie battante de critiques fait déborder les comptes rendus. Ce n'est pas le moment de se détendre. Les leaders sont à la manœuvre, mais cette turbulence, difficile de distinguer les éclaircies. Est-ce le début d'une tempête ou d'un retour au calme? Les jours à venir nous édifiera certainement. Chez les FCBE, le ciel est en décomposition avec des nuages noirs qui bouillonnent, annonçant des turbulences internes à cause de la vague de suspension et de démission. Chaque départ de nuage est comme une pluie froide sur l'unité du parti et les militants dans le froid cherchent désespérément la chaleur. La formation semble se dissoudre dans le brouillard politique. Le signe de vie sur la carte montre un malaise. Va-t-elle pouvoir se relever et pouvoir bien ramer dans cet océan politique? La FCBE puisera certainement de ses fautes. Christian Daridjan, la météo politique reste saccadique cette semaine, mais c'est ce qui rend la politique tellement excitante. Alors tenez-vous prêts, car la veille des élections, chaque formation devra affronter son propre climat intérieur pour éviter que le ciel ne s'effondre sur ses ambitions. Ça fait dans une semaine où nous aurons une autre température. Merci à vous, Alberto Mardoché. C'était la météo politique. Et dans un instant, les points de vue de nos chroniqueurs sur le réveil des concurrents à l'approche des prochaines échéances électorales, où c'est un constat qui d'ailleurs amène l'éditorialiste à voir dans les rangs un apôtre. Il nous parle de l'apôtre Paul qui montrerait la voie. Il est question ce soir de la FCBE, le parti qui prend ses marques et affiche de plus en plus ses ambitions pour 2026. On en parle et plus tard dans ce grand rendez-vous. Eh bien, nous recevons Paul Ronquet, secrétaire exécutif national de la FCBE, l'avis du parti en ces moments de grande bataille. Restez avec nous, on installe les chroniqueurs. Eh bien, le point de vue, le rendez-vous du débat avec nos chroniqueurs. Merci d'être là, chers messieurs. Marc Louanès Goudianou, bonsoir. Bonsoir Christian Danvégan, bonsoir à tous les amis internautes et téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé un peu comme tout le monde sur ce plateau. Bienvenue Herman. Bonsoir Christian Danvégan, bonsoir aux amis avec qui nous faisons le débat tous les dimanches. Tous les dimanches, voilà. Et je pense que ça participe quand même à construire les réflexions autour de la politique nationale et tout. Voilà. Et tout, oui. Donc, ça fait plaisir. National et international, puisqu'aujourd'hui on va faire un petit tour en Côte d'Ivoire. Oui, Laurent Toninkes, bonsoir. Christian Danvégan, bonsoir, bonsoir Marc, bonsoir Herman, bonsoir Omar Salouf, bonsoir aux amis. Vous avez un sourire ce soir, ça cache quoi? Ça cache rien, bon. La bonne humeur, juste humeur. ça. Tout ça cache que le week-end a été. Bonsoir à vous, Omar Salouf. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. D'entrée, vous nous dites, Omar, que l'apôtre Paul de la Bible s'est réincarné dans la politique béninoise. Comment? Oui, Christian, dans la Bible, Paul est le principal artisan de la diffusion du christianisme dans plusieurs villes de Méditerranée orientale, notamment en Asie mineure, en Grèce, puis à Rome. La tradition chrétienne le surnomme l'apôtre des gentils ou encore l'apôtre des nations. Dans la nation béninoise, Paul, fils de Ronquet, arbore sa tunique d'apôtre politique et montre la voie à suivre
pour acter une réelle animation de la vie politique. La FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent que dirige Paul Rompé, prend ainsi ses marques, se met au-dessus des considérations personnelles et se démarque des discours d'une opposition focalisée sur la seule personne du chef de l'État au point de perdre de vue l'essentiel. Paul Rompé, secrétaire exécutif national de la FCBE, exprime clairement ses ambitions pour les joutes électorales qui s'annoncent pour 2026. Et donc, vous dites que c'est l'audace qui rend le silence général. Oui, pendant qu'une frange de la classe politique se résume à un silence inhabituel, pendant que dans le camp présidentiel, le silence évoque une attente et une certaine discipline de groupe, pendant que le parti, les démocrates, attend de voir ce que feront ou diront les partis de la majorité présidentielle avant d'agir, pendant que tout semble suspendu à un mot d'ordre à venir, Paul Rompé et sa FCBE se sont réveillés. Mieux, ils ont clairement annoncé les couleurs. Ils visent loin et grand. La FCBE veut succéder à Patrice Talon et son équipe au sommet de l'État. Il est vrai que les prix d'initiative sporadiques et les annonces d'intention ne garantissent pas la victoire dans les urnes. Il en faut plus. Il faut travailler à rétablir la confiance avec le peuple électeur. En amont, il faut réorganiser le parti. Le départir des gens vicieux qui plomberaient les efforts d'ensemble. Ensuite, il faut pouvoir constituer des listes de candidatures convaincantes qui requièrent l'assentiment des instances dirigeantes et des militants à la base. Des listes de large consensus, dirais-je en un mot. Car il s'agit en 2026 d'élections générales qui, dans le fond et dans la forme, constituent un test grandeur nature pour les partis politiques ayant résisté à la réforme du système partisan avec à la clé la nécessité des parrainages contenus dans un code électoral particulièrement exigeant. Et justement, en parlant des parrainages et des exigences du code électoral, comment voyez-vous la FCBE s'en sortir? Les lois électorales en vigueur en République du Bénin sont applicables à tous les partis politiques qu'ils se réclament proches du pouvoir ou de l'opposition. Car c'est à ce niveau qu'il serait heureux de voir la FCBE poursuivre dans une démarche de négociation pour aboutir aux accords de gouvernance autorisés par la loi. Le parti de Paul Rompé a beau être structuré, motivé et préparé pour les échéances de 2026. Rien ne serait réellement possible sans le préalable des parrainages. Il faudra donc garder une fenêtre ouverte aux discussions avec les autres partis détenant les parrainages pour se garantir les chances de participer à la compétition électorale. Ce n'est qu'ainsi que ce réveil des coris leur sera profitable plus tard. Voilà, c'était votre édito. On va mener très rapidement la discussion autour. Oui, cher monsieur, quelle réaction en premier, après avoir entendu notre éditorialiste sur ce qu'on pourrait qualifier de réveil du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Devait-on parler de réveil à ce moment précis? Laurent Tonekes. Non, mais j'ai souri en écoutant l'éditorialiste parce que quand il parle de l'apôtre Paul et l'apôtre politique au Bénin, c'est ce qu'il dit. Et j'ai bien vu les mots utilisés pour qualifier l'homme en réalité. Je crois que, oui, on ne va pas refuser qu'on le qualifie, c'est vrai. Mais quand on regarde le parcours de l'homme, moi, je pense qu'il faut se poser des questions. Quelles sont ses réelles motivations? Et qu'est-ce que Paul Rompé souhaite faire en 2026? Parce que quand je me rappelle du processus électoral, en tout cas, des différentes élections que nous avons connues, la manière dont le parti FCBE, autrefois la FCBE, devenue la FCBE aujourd'hui, et comment est-ce qu'il y a eu cette transformation, métamorphose, j'allais dire. Et quand je regarde les différents résultats obtenus par ce parti aux différentes élections, parce que quand je me réfère à 2021, c'est quand même 261 000 voix obtenues par ce parti sur plus de 2 millions de bulletins validés, et soit 11,36%, je crois, en 2021. Oui.
et qui dit qu'ils sont de l'opposition, mais qui, bizarrement, à quelques mois de 2026, disent vouloir aller chercher les parrainages. On a vu Paul Rompé faire des déclarations, il le dit clairement, hein, et quand il le dit comme ça, je me pose la question de savoir, est-il toujours dans l'opposition ou bien il est dans la mouvance? Parce que... On va l'entendre en fin d'émission, oui, parce que il faut quand même, invité, oui, on va l'entendre, mais pour moi, c'est déjà ce qu'il dit, il faut quand même, s'il veut jeter le masque, il jette le masque. Parce que pour moi, ils sont deux à être candidats en 2021, il y a l'autre... L'autre qui est parti. Il n'a pas hésité à rejoindre les formations de la mouvance, et ça, il faut le leur concéder. Et lui, il dit qu'il est toujours de l'opposition. Et il est toujours resté dans son camp. Il faut rappeler que le parti a été créé en 2008, à la faveur des réformes politiques et bien d'autres, mais il tient toujours le coup. Le parti a été créé en 2008, mais il y a une métamorphose après. 2018, pardon. 2018, oui. Bon, c'est parce 2018. Oui, mais avant, le FCBE existait. Hein. Oui, sous forme d'alliance. Bon, voilà, de toute façon, ce que je dis aujourd'hui, c'est que il faut quand même poser la question à Paul Rompé pour connaître ses réelles motivations. Est-ce qu'il veut continuer à être dans l'opposition et aller négocier et dealer avec la mouvance? Parce qu'on ne saurait être chauve-souris, ni oiseau, ni mammifère. Il faut quand même choisir son camp. Alors, nous aurons les précisions tout à l'heure. Alors, quand on parle un peu de la Force Coréenne pour un Bénin émergent et aujourd'hui surtout de Paul Rompé, puisque c'est la figure, la première figure du parti, c'est forcément un rapport à l'actualité dans cette formation politique ces dernières semaines, un congrès, une session ordinaire. Ensuite, il y a eu des décisions qui sont prises. On a parlé de cadres qui sont suspendus. Ensuite, de démission de certains membres, dont une figure pas des moindres de cette formation politique. Quand on regarde toute cette actualité, que voyez-vous, Herman Agnamboussou? Est-ce que le parti sort d'un sommeil pour véritablement se positionner en formation politique qui veut aller à la conquête de l'électorat? Je vois à travers cette grosse actualité que vous avez décrite tantôt des signes d'une maturation de la Force Coréenne pour un Bénin émergent. Parce que vous l'avez rappelé tantôt, quand vous avez donné la parole à mon confrère Laurent, c'est vrai que 2018 n'était pas gagné d'avance pour des partis politiques. Et d'ailleurs, la FCBE a été pratiquement la seule formation politique à pouvoir subsister, à pouvoir résister à cette réforme du système partisan qui a été, ma foi, très dure pour des partis, c'est pas des partis, c'est pas des partis qui au pouvoir, des partis d'une certaine longévité au Bénin ici. Et donc, Paul Rompé, c'est vrai, quand vous écoutez la personne, quand le personnage de ces derniers temps, vous sentez qu'il a pris de la graine. Vous sentez que ce n'est pas le Paul Rompé qu'on a connu sous Boni Yayi. Le Paul Rompé qu'on a aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, fondamentalement, sait ce que c'est que la politique. Et il sait faire cette politique-là. Quelqu'un, par exemple, qui a réussi à se présenter aux élections, à l'élection présidentielle de 2021, alors même que des partis dits de l'opposition n'ont pas réussi à se présenter. Je pense que c'est quelqu'un Paul Rompé, pour le décrire, je dirais que c'est l'âme qui sait avoir du foin, qui s'arrange pour pouvoir se positionner. Donc cette actualité des derniers jours, à savoir la suspension de certains cadres et la démission de l'un des cadres et pas des moindres, c'est vrai qu'Alain Adiou, c'est un personnage qu'on connaît très bien, ministre des Relations avec les institutions, quelqu'un qui au niveau de la LEPI a vécu des moments assez douloureux, il a fait la prison, faut pas l'oublier, et qui au sortir, alors qu'on le voyait un peu rejoindre la majorité présidentielle, a dit non, je reste opposant en moi, et donc il allait chez Paul Rompé parce qu'il a gardé de très mauvais souvenirs du président Boni Yayi, donc il ne veut pas aller chez Boni Yayi, et ça se comprend. Maintenant aujourd'hui qu'il démissionne, alors qu'il dit qu'il a démissionné, ça fait déjà un an qu'il a démissionné, je ne sais pas s'il faut qualifier cette démission-là d'opportuniste, parce que quand vous êtes, c'est pas directeur de l'école politique, d'une formation politique, c'est que c'est vous qui transmettez, c'est pas le savoir au sein de cette école-là, aux militants. C'est-à-dire que vous êtes une éminence grise de cette formation politique-là. Donc, qu'il démissionne aujourd'hui, il dit oui qu'il a été juste de fait, qu'il n'a jamais gouverné, mais il y a longtemps, il aurait dû tirer la sonnette d'alarme pour nous dire attention, je ne suis là que le moment pour moi est mal choisi, déjà qu'on l'annonce du côté d'un autre candidat de l'opposition qu'il souhaite soutenir, alors qu'en réalité aujourd'hui Patrice Talon, très bien futé, a mis en place un code électoral depuis de longue date qui a été révisé en 2024 et qui aujourd'hui fait du parrainage
le fil rouge qu'il faut pouvoir sauter afin de pouvoir se présenter à une élection présidentielle. Donc tous ces candidats que vous voyez qui claironnent, qui pensent qu'ils peuvent être candidats à une élection présidentielle au Bénin aujourd'hui, ce n'est plus l'époque d'il y a 10, il y a 15 ans. Quelle analyse faites-vous de l'actualité au niveau de la FCBE? Non, moi, je voudrais... D'abord les suspensions, ensuite la démission, que certains traitent de nul effet, quoi. Vous savez, la FCBE, je parlerai de la FCBE de Paul Onkwe, a quitté loin. Quand je dis a quitté loin à une étape où c'était un parti qui avait une connotation un peu mitigée, ou même se réclamant de l'opposition. La plupart des citoyens se demandaient en réalité quelle était sa réelle motivation, quelle était sa réelle idéologie par rapport à tout ce en tout cas à tout ce qu'un parti politique peut défendre en tant que parti de l'opposition. Donc, il avait une position un peu critique qui ne le mettait pas totalement dans la peau, d'accord, d'un parti politique de l'opposition. Et pendant longtemps, on l'a toujours qualifié d'être un peu plus proche du pouvoir en place, ce qui fait que son réel impact en tant que parti de l'opposition ne se faisait pas ressenti dans l'arène politique béninoise. Donc, du coup, aujourd'hui, Paul Onkwe, voyant les échéances de 2026 venir, il fallait quand même qu'il puisse commencer par s'affirmer en tant que leader politique, en tant que première personnalité du parti FCBE. Et donc, pour ça, il va falloir mener des actions. Et on l'a constaté depuis un certain temps. Il a commencé par faire des sorties, aller même peut-être rencontrer des membres de la mouvance présidentielle, essayer même de pouvoir avoir peut-être un dialogue ou un consensus avec les partis de la mouvance présidentielle, compte tenu pour négocier les parrainages, compte tenu des enjeux de 2026. Et donc, dans cette même politique, il faut comprendre qu'en réalité, même les proches de Paul Onkwe, ceux qui avaient commencé avec lui, lorsqu'il a commencé par être le porte-parole de l'opposition, entre griffes, je peux dire, à l'époque, ce sont ces mêmes qui sont restés, chef de file de l'opposition, ce sont ces mêmes-là qui étaient restés avec lui, avec qui il avait toujours eu à diriger le parti. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles distributions de cartes, je ne sais pas. C'est comme si tout le monde n'avait plus, ils n'avaient plus le même avis sur les mêmes questions qu'ils avaient, en tout cas, qu'ils soulevaient au départ, qui les amenaient peut-être à défendre les mêmes idéaux. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et on voit aujourd'hui la démission d'Alain Adéou, ou bien de son éjection du parti, par exemple, comme un acte de trahison, tel que l'un des responsables du parti l'a dit également. Et donc, ça pose également un véritable problème de guerre de leadership au sein de cet ensemble-là, où aujourd'hui, par exemple, compte tenu des intérêts personnels des uns et des autres, les avis sont devenus un peu plus divergents parce que l'autre voulant forcément aller vers un autre point d'ancrage qui n'est pas forcément celui de Paul Onkwe, qui essaie de chercher un autre ancrage, même via les partis de la grande mouvance présidentielle, pour pouvoir quand même avoir un poids par rapport aux élections générales de 2026. Et donc, c'est une guerre politique qui se met aujourd'hui. Et ça commence également par la structuration déjà de la FCBE qu'on connaissait d'hier, qui ne veut plus forcément donner le même visage parce que les enjeux ont changé. Alors, vous parlez de guerre politique. Oui, Omar Salouf, est-ce une guerre politique, une bataille pour véritablement s'enraciner quand on regarde un peu ce qui se passe en ce moment au sein de cette formation politique? Oui, la FCBE a déjà eu le mérite de résister à la réforme du système partisan. Créé en 2018, ce n'était pas évident de faire le parcours jusqu'à présent. Et dans quel contexte? Et donc, c'est déjà un grand effort de résister jusqu'à présent. Maintenant, on est en train de parler de l'après 2026. Pour l'après 2026, il va falloir résister aussi, il va falloir exister. Et pour exister, est-ce que à la place de Paul Onkwe, est-ce qu'il faut tabler uniquement sur une certaine probable ou bien une utopique collaboration avec les démocrates pour pouvoir mener la bataille? Ou plutôt créer l'ouverture qui est en train d'être créée actuellement avec toute force politique capable de donner les parrainages, capable d'aider à avoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quoi?
Ce que veut la FCCBE aujourd'hui, c'est quoi? C'est de participer aux élections générales, en l'occurrence l'élection présidentielle de 2026. Bon, quand je dis en l'occurrence, il y a également les élections législatives, il y a les communales qui ne sont pas à négliger. À défaut d'avoir un candidat pour la présidentielle, il y a quand même les conseillers à avoir. Des sièges à prendre au niveau du Parlement, des sièges à prendre dans la commune pour bénéficier, dans toutes ces sphères-là. Il y a des sièges à prendre et il ne faut pas négliger ça. Il faut pouvoir partir de ces collaborations-là, de ces accords de gouvernance pour pouvoir s'offrir les chances de compétir. Il tient bien la barque? Ben, je pense que cette nouvelle formule qu'a trouvée Paul Rompé serait la meilleure pour le parti. Paul Rompé, écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. En 2021, parce que Evan a parlé de 2021, 2021, il y a eu les parrainages. On sait dans quelles conditions, dans quel contexte, comment est-ce que les parrainages ont été donnés. On sait très bien. Vous ne savez pas, oui, parce que peut-être que vous n'étiez pas au Bénin. C'est conformément au code électoral qui existe en ce moment. De toute façon, on sait très bien que Paul Rompé était moins de mal pour Patrice Talon quand il était candidat en 2021. Et le moins de mal, le candidat moins de mal, il fallait mieux donner. Il y a un autre rendez-vous. Il fallait donner les parrainages, donner les parrainages à des gens qui ne peuvent pas faire peur. Maintenant, 2021, les parrainages étaient ouverts. Mais les gens ont revu le code électoral, ont corsé les parrainages. Et pendant que les autres acteurs de l'opposition dénonçaient ce code électoral, il fait partie de ceux-là qui n'ont pas dénoncé pour autant. On a vu le cas de concertation de l'opposition dénoncer ce code électoral pour dire cette affaire de parrainage, il faut modifier la décision du code électoral pour permettre à ce que... Attendez, pour permettre à ce que... Et donc le parti en ce temps n'a pas réagi, vous pensez? Maintenant, aujourd'hui, il se lève en tant que parti d'opposition pour dire il peut aller négocier les parrainages au niveau de la mouvance. Il y a mal d'homme. Parce qu'en réalité, il aurait pu faire le combat de la révision du code électoral souhaité par les autres. Et si ça n'aboutissait pas et s'il est dans cette démarche, on le comprendrait mieux. Mais il n'a pas fait cette démarche et il se lève. Ça veut dire que quoi? Ce qu'il a pu, ce dont il a bénéficié en 2021 au vu aussi de tout le monde, il veut bénéficier de ça encore si maintenant. Si sa formation politique estime, et sa formation politique estime que, bon, quelles qu'en soient les circonstances, elle réussira à obtenir le parrainage, un peu comme la démarche que le parti est en train de faire en ce moment. Ce que je dis, ce que je pense, c'est qu'il a bénéficié d'un système en 2021 en ayant le parrainage. Maintenant, il y a la loi qui corse, qui empêche. Donc, en réalité, il veut que le même schéma se reproduise. Ce n'est pas la loi qui corse, en fait. Je rejoins un peu ce que Laurent dit, mais sur un autre plan. C'est qu'en 2021, Patrice Talon était candidat à sa propre succession. Oui. Et il sait que il était imbattable en 2021. Maintenant, pour 2026, il sait qu'il a il n'est pas pourtant imbattable. Non, il était... Face au candidat, pour 2026, il sait qu'il a voulu partir. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il travaille à ce que son système reste. Et donc, qu'il soit quelqu'un qui l'a fait, quelqu'un qui peut continuer ses œuvres qui restent là. Donc, je pense que Paul Rompé, n'oubliez pas d'où il est parti. Je vois mal un mariage FCBE démocrate. Non, parce que FCBE, ça appartient à Boniaï et à tous ceux qui sont là aujourd'hui, à quelques-uns de ceux qui sont là. Et donc, Paul Rompé a eu cette ingéniosité de lui arracher ça, de sorte qu'aujourd'hui, vous voyez toujours le Corée. Oui, d'arracher. Ça n'a pas été facile pour lui dans ce cas. Je me rappelle encore, il était convoqué dans le Nord. Il n'a pas pu y aller là-bas parce que les sages ont voulu l'écouter et tout. Il n'est pas allé. Donc, il est difficile aujourd'hui quand on fait le point des parrainages. Les démocrates n'ont que 28 députés. Justement. Ce qui correspond exactement au nombre de parrainages qu'il faut pour avoir une autre candidature. D'accord. FCBE n'a que 6 maires. D'accord. Donc, le vivier dans lequel on peut encore puiser, c'est le vivier UPR et BR qui détiennent une bonne dose, qui détiennent à eux seuls, je crois, les 5/6e des parrainages qu'il faut. Donc, je pense qu'en réalité, Paul Rompé, je l'ai déjà dit, c'est l'âne et c'est le foin. Paul Rompé, il s'est fait l'âne pour avoir le foin. Donc si aujourd'hui, si en 2026, il essaye d'avoir le parrainage, et vous allez voir que ça n'aura pas le même impact ou les mêmes résultats que ce qu'il a eu en 2021, parce que vous l'avez rappelé tantôt, en 2021, il a eu 10%,
11% de tout ce qu'il y a comme vote. Mais en 2026, si jamais Patrice Talon ouvrait les parrainages effectivement comme il l'a pensé et comme il l'a fait en 2021, s'il le refait encore cette fois-ci en 2026 pour Paul Nkpé et tout ce qu'il y a là, je pense qu'il risque de analyser la personnalité, moi je l'ai rappelé tantôt. C'est-à-dire, lorsque vous prenez Paul Nkpé et le parti FCBE, c'est qu'il faut partir du départ. Des problèmes qui sont nés jusqu'à la création, en tout cas jusqu'à ce que Paul Nkpé prenne la tête du parti. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans une stratégie, par exemple, de redynamisation du parti, parce qu'il sait que les enjeux de 2026, avec le code électoral actuel, ne va pas lui donner beaucoup de marge de manœuvre. Et donc, de sa position un peu ambiguë par le passé en tant que parti de l'opposition, il sait pertinemment qu'il ne peut pas aller vers les démocrates aujourd'hui ou d'autres partis d'opposition aujourd'hui pour prétendre qu'il est avec eux, pour prétendre peut-être trouver des mécanismes avec eux pour pouvoir quand même avoir le parrainage, pour pouvoir mieux se représenter aux élections générales. Et donc, la seule porte d'issue pour lui, c'est de pouvoir quand même essayer de restructurer son parti, de pouvoir s'orienter vers les grands partis de la mouvance présidentielle. N'oublions pas ceux avec qui il a toujours composé entre griffes. Et donc, ça amène la question où c'est les intérêts qui guident aujourd'hui Paul Nkpé à pouvoir se repositionner sur l'échiquier politique, afin de pouvoir avoir une représentativité en 2026. On vous écoute. Oui, je crois qu'on est unanime sur un fait. Il y a un gros contentieux qui existe entre la FCBE d'aujourd'hui et les démocrates. Maintenant, je me pose des questions. Faire l'âne pour avoir le foin, n'est-ce pas une manière de faire la politique aussi? Dans des contextes donnés, il faut faire l'âne pour avoir le foin. L'autre question que je me pose, à la place de Paul Nkpé et de la FCBE aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous, qui sommes ici sur le plateau, si on était secrétaire exécutif national? Est-ce qu'il faut rester campé sur la position où on n'a pas la possibilité de dealer avec les démocrates, mais qu'on se dit en même temps que parce qu'on est parti de l'opposition, on ne doit pas se permettre ou on ne doit pas s'autoriser. Toute la position de Paul Nkpé ne gêne pas en réalité, mais c'est le fait de pouvoir dire qu'on est parti de l'opposition alors qu'on ne l'est pas en réalité. C'est en réalité ça qui gêne dans le débat. C'est ça qui gêne en réalité dans le débat. Oui, c'est ça qui gêne en réalité. J'ai pas fini. Non, écoutez, c'est fini, non? Il n'a pas fini. Qu'est-ce qui prouve à Mac ou à Roland je n'ai pas filmé que la FCBE n'est pas un parti de l'opposition? On peut revenir un peu en arrière. Le responsable du parti. Il va passer et nous le dit. Mais jusqu'à présent, moi, je me table sur la posture que donne le parti qui se réclame être de l'opposition. Je m'en tiens à cela. Qui se réclame. Il s'agit vraiment de l'opposition, est-ce qu'on a besoin de le réclamer? Non, il ne s'agit même pas de se réclamer, parce qu'il y a des lois sur le statut de l'opposition qui disent que pour se réclamer de l'opposition, il faut faire sa déclaration. Et FCBE l'a fait. Je pense que vous voyez, c'est-à-dire que si nous entrons dans le respect des textes, on va dire que FCBE a respecté les textes. Et dans la réalité, et même en ayant été déclaré chef de file de l'opposition parce qu'il a obtenu le plus grand nombre de aujourd'hui, que la FCBE aujourd'hui décide de changer de stratégie pour être cette âne-là qui va avoir du foin, je ne sais pas pourquoi il faut lui jeter la pierre. On m'a fini. Pour finir. Non, je n'ai pas fini. Pour finir, qu'est-ce qui gênerait la posture? Je repose la question. Qu'est-ce qui nous gênerait dans la posture de Paul Nkpé? Ensuite, je vais demander, qu'est-ce que vous appelez les faits? Quand vous dites dans les faits, qu'est-ce que vous appelez les faits? La FCBE s'est déclarée partie de l'opposition. On s'en tient à cela. C'est la seule chose qui suffit. Oui, qu'il faut faire l'âme pour avoir le foyer si ce n'est pas de la politique. Je ne suis pas contre. Mais ce que je dis clairement, c'est, puisque vous avez dit qu'il y a la place de Paul Nkpé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui donne la garantie à Paul Nkpé qu'en ayant même les parrainages, même s'il a 56 parrainages, qui peut être élu président de la République? Attendez, je vous dis, je suis allé jusqu'à démontrer dans ce pays-là que Michel Ouabara, il n'a pas réussi à se faire élire conseiller communal. Attendez, non, quand on regarde, laissez-moi finir. Ça, je vais le faire. Attendez, il va prendre le pouvoir. Attendez, je finis.
jusque-là, je vous laisse continuer. Jusque-là, on n'a pas encore entendu FCBE dire notre candidat ou notre duo de candidat, c'est pas Roumpé, c'est Aboubacar Yaya. Donc si jamais FCBE changeait de stratégie en se disant on ne met pas Roumpé et on met telle chose, ça peut amener un changement de donne. La FCBE est allée aux élections en 2020. Le plus gros résultat obtenu par le parti était dans la partie septentrionale du Bénin. Voilà. Attendez. Compte tenu du lien qui liait cette région du Bénin au parti FCBE d'alors. Dans la partie méridionale, ils ont tapé poteau. Donc, déjà, c'est des signaux qui montrent qu'en réalité, est-ce que c'est que les garanties? Moi, je pense, il faut que le travail, bon, oui, s'ils font un travail de fond, d'accord. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils changent de stratégie. Mais pour finir, ce que je pense, c'est que, en la situation actuelle, le parti ferait mieux de se concentrer sur les élections législatives et communales. Non, attendez, parce que cette manière de faire pour vouloir les dealer coûte que coûte, pour avoir les paramètres coûte que coûte, montre une autre image de la formation politique. C'est mon avis. Monsieur. D'accord. C'est un avis que parce que moi je pense que, comme nous l'avons dit, Patrice Talon, son système fini. Le système Patrice Talon finit en 2026. Et donc, si aujourd'hui... C'est pas le système, c'est d'abord un homme. C'est lui qui est là, qui a mis son système. Je vous dis, si en 2026, Patrice Talon... C'est la fin du mandat. C'est la fin du pouvoir. Mais pas de son système. Après, on pourra faire le débat autour. Le système peut ne pas être le même. Patrice Talon, c'est le parti. Je pense qu'aujourd'hui, si Paul Roumpé peut avoir les parrainages, c'est tout ce qu'on souhaite, parce que tout ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait beaucoup de dieux de candidature. De toute façon, il peut l'avoir, puisqu'il a toujours dealé avec cette grande mouvance présidentielle. Nous avons parlé de la Force Coronie pour un Bénin émergent, c'est l'opposition. Il y a également une autre formation politique de l'opposition. Je veux parler du Parti Les Démocrates, candidature à l'investiture. Est-ce qu'on continue d'en parler? Est-ce que ça préoccupe encore les militants, en tout cas les leaders de cette formation politique, sinon que c'est Boni Yayi seul que nous voyons au front, avec des consultations avec d'autres acteurs politiques et pas des moindres. Jeu de couloir sans grande annonce chez les démocrates depuis un moment. La troupe au président Boni Yayi reste-t-elle toujours attentiste? Les candidats se font-ils désirer ou attendent-ils que le débat soit véritablement mis sur pied pour se prononcer? Qu'est-ce que vous observez? Moi, je pense que dans ce climat-là, on l'a toujours dit, que ce soit les grands partis de la mouvance présidentielle, que ce soit les démocrates, tout le monde s'observe. Tout le monde est dans la méfiance parce que l'on ne sait pas quel candidat sera proposé d'un côté, d'un camp ou de l'autre. Et donc, il va falloir mieux connaître le candidat de l'autre pour pouvoir affûter les armes, pour pouvoir mieux contre-attaquer. Et donc aujourd'hui, que ce soit les démocrates sont dans une option peut-être attentiste, telle que vous l'avez souligné tout à l'heure, en observant et peut-être en travaillant en fond, d'accord, par rapport aux échéances prochaines, parce qu'on n'a plus assez de temps aujourd'hui. Les partis politiques n'ont plus assez de temps aujourd'hui. Les partis ont le temps. Si les partis n'avaient pas le temps, ils n'ont plus, c'est-à-dire, quand je dis ils n'ont plus le temps, c'est-à-dire, pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État aujourd'hui, par exemple, le travail qui doit être fait, ils n'ont plus le temps. C'est-à-dire, c'est un travail qui aurait commencé depuis fort longtemps et qui doit continuer aujourd'hui. Et donc, tout le monde est dans la méfiance et dans l'observation parce qu'on ne sait pas ce que les autres proposent en face. Non, je pense honnêtement que quand on prend en compte ou quand on tient compte de la réponse des partisans, si les choses étaient bien organisées telles que c'est, il ne s'agit pas pour les partis politiques d'attendre de voir les candidatures des autres camps pour présenter leur candidature. Les partis politiques devraient surfer sur les candidats ou des potentiels candidats qui déjà sur le terrain font des actions, qui sont très proches de la population, qui ont une certaine proximité de la population, parce que quand vous prenez l'exemple des États-Unis, des années avant l'élection, on va vers les primaires, on sait que tel candidat est candidat à l'investiture, on sait que tel est ci, tel est ça. Chez nous, au Bénin, tout le monde attend. C'est comme si des gens s'asseyent dans une salle pour dire voici nos deux candidats. Alors que nous voyons des gens qui sur le terrain. J'ai entendu parler d'un certain Loko, en tant qu'il a dit qu'il était candidat, Achille Pacom Loko, je crois, qui dit qu'il était candidat pour les démocrates. Très tôt, ils l'ont rangé. Alors que voilà quelqu'un qui pose des actions sur le terrain, quelqu'un qui fait ci. Est-ce que c'est des éléments?
les éléments qui pèsent dans la balance? Parce qu'il ne s'agit pas pour les partis de s'asseoir dans une salle de désir de candidature, mais de voir sur le terrain ceux qui travaillent réellement à ce que les populations adhèrent un peu à leur idéologie et à leur cause. Oui, je crois que l'exemple donné par Herman, Achille Pacôme Loko, c'est un bel exemple, par exemple. C'est un exemple d'initiative. Militantisme. Qui montre que dans un parti politique, oui, la discipline de groupe, oui, il y a des règles à respecter, mais il y a des initiatives à prendre, il y a des ambitions à dévoiler, à exprimer. Et quand j'ai observé un peu le profil de l'homme, je crois qu'il est beaucoup sur le terrain, au contact des populations, peut-être sans tambour ni trompette, mais je le vois quand même dans des actions, je le vois quand même agir avec les populations étroitement pour montrer qu'il est un homme politique. Est-ce que ça seul, ça suffit? Non. Est-ce que ça seul suffit pour... Vous savez, ce que moi j'ai beaucoup plus aimé dans la démarche, c'est l'initiative prise qui devrait peut-être faire école dans d'autres partis politiques pour nous montrer qu'un parti politique, ça se vit. Ça, on doit pouvoir prendre des initiatives soi-même sans pour autant... Malheureusement, tout cela décidé au niveau du sommet. Quand on regarde les organisations faites par Achille Pacôme Loko aujourd'hui, on doit pouvoir quand même se poser la question de savoir quelle est la dynamique du Parti des démocrates. Parce que vous savez, on a comme l'impression que le même schéma, ce qui s'observe du côté de la mouvance, où les gens craignent, c'est que le même schéma semble être reproduit du côté de l'opposition, où personne n'ose parler, et même quelques personnes qui parlent peut-être attendent toujours que le dernier maître. Et quand je dis bien le dernier maître, je pèse le mot, c'est Patrice Alain Boniaï. Patrice Alain de pour ne pas dire le grand maître. Le grand maître, oui, qui décide finalement. Parce que quand vous regardez, il ne faut pas attendre d'être président pour aller faire le tour du Bénin. Des gens qui sont sur le terrain, c'est vrai que malheureusement on a vu Richard Boni-Ourou faire ce défilé, le tour, et après finalement on voit ce qu'il est en train de devenir. Mais on a vu quand même avant lui, pas lui, Joël Ivoire qui a fait ça également. Oui, mais aujourd'hui, Achille Pacôme Loko va au contact des populations dans toutes les régions du Bénin. Soit forage par-ci, soit construction d'infrastructures de l'autre côté, s'imprégner des difficultés des Béninois, et maintenant peut-être avec ça... C'est pour lancer la compétition au sein de... Oui, en faisant ça, non, parce que dès lors que vous aspirez à diriger un pays, il faut d'abord connaître le pays et connaître les réels besoins du pays. Et c'est ça qui vous permet d'établir votre projet de société. On ne reste pas à Cotonou pour avoir un projet de société. Il faut aller peut-être à Cotonou. Le projet de société est porté par les partis politiques. Oui, mais il faut... l'individu même qui vient... Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016 sans parti politique. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, il n'est même pas membre d'un parti politique. Mais il y a un projet de société qui répondait quand même à un certain nombre de besoins des populations béninoises. Donc, quelqu'un qui fait ces actions-là, qu'est-ce que le parti pense de lui? Qu'est-ce que le petit parti souhaite faire de lui? Je crois qu'il faut vraiment se poser des questions. Moi, je pense qu'il faut revoir, d'accord, le fonctionnement de nos partis politiques au Bénin. Le fonctionnement dans la mesure où, par exemple, ceux qui sont à la tête de ces partis-là aujourd'hui, par exemple, ont le monopole pour pouvoir parfois désigner le prochain candidat aux échéances, comme le schéma auquel on a souvent assisté par le passé. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, il faut ouvrir le débat au sein du parti. Il faut laisser ceux qui ont cette capacité de pouvoir avoir l'aspiration au poste présidentiel, de pouvoir manifester leur intérêt à travers un certain nombre d'actions au nom du parti, un certain nombre de réalisations qui puissent conforter le parti pour qu'ensemble, au sein du parti déjà, on puisse identifier des acteurs clés en qui on peut quand même faire confiance, à qui on peut dire, même si à un moment donné, il n'a pas eu l'adhésion totale des grands leaders du parti pour pouvoir porter le parti, au moins il aurait eu quand même le soutien du parti pour être au moins à des postes de responsabilité qui puissent déterminer l'avenir du parti. Comme ça, du moment où il a eu à faire des actions sur le terrain, ces actions le renforcent au sein du parti pour qu'il puisse quand même avoir son mot. Roland a émis des questionnements qui suscitent en moi des craintes. Les craintes telles que j'espère, je crains que cette dynamique qu'a Achille Pacôme Loko ne va pas se retourner contre lui, en ce sens que, parce qu'il a pris des initiatives, au lieu de le soutenir,
comme on l'a dit au début, on le tire vers le bas parce que peut-être il aurait eu le mérite d'être à l'origine de ces prises d'initiative-là. J'espère qu'au lieu que ça soit ainsi, les partis politiques devraient travailler à soutenir ces genres d'initiatives qu'ils s'appellent pas comme locaux. Accompagner les acteurs. Beaucoup d'acteurs dans ces partis n'arrivent pas à s'exprimer et à travailler sur le terrain. Ce qui est clair, nous étions à l'origine, nous avons suivi tous les débats autour de cette réforme sur ces partisans. Ce qu'on nous a dit, je ne pense pas que ce soit qui soit en train d'être fait, sinon c'était qu'on laisse libre au parti de désigner les candidats. Merci bien. Nous allons poursuivre, cher monsieur. Merci à vous, Herman Niamosou. Merci à vous également, Marc-Johannes Goudianou, Laurent Toneiquet et Omar Salouf. Merci pour nos discussions de ce soir. On va continuer tout de suite. On va faire un tour en Côte d'Ivoire pour parler un peu de la nouvelle actualité. L'opposant Tidjane Thiam, qui a été réélu à la tête de son parti. Qu'est-ce que ça promet? Qu'est-ce que ça donne? Nous poserons la question à notre expert dans l'œil de l'expert. L'œil de l'expert avec notre invité en plateau. Il est avec nous. Bonsoir à vous, Hamza Tablaï. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes consultant politique et géopolitique, internationaliste. Merci d'être là. On va parler de la Côte d'Ivoire très rapidement. 2 jours après avoir démissionné de son poste, Tidjane Thiam a été élu mercredi dernier président du PDCI. Un signal fort pour l'opposition ivoirienne? Un signal fort surtout pour le PDCI-RDA qui était en proie à une crise interne et ensuite en proie à un combat juridique, juridico-politique si on le veut, sur l'échiquier national. Donc je pense que c'est une victoire, une grande victoire pour le PDCI de voir désormais la légitimité de Tidjane Thiam, désormais exemple de tout reproche, et par rapport également à sa légalité en tant que président de ce parti historique, je trouve que les choses ont été remises en place. Et ça, c'est un signal fort adressé déjà à la classe de l'opposition qui attendait aussi une figure forte qui puisse véritablement créer cette alternance recherchée. Ensuite, c'est également un message fort adressé au système Alassane Dramane Ouattara qui, d'une certaine façon, enfin, il n'y a pas de preuve pour le dire, mais on peut dire qu'il y a une sorte d'influence politique dans ce combat judiciaire qui a été amorcé suite à une plainte d'une membre, je vais dire, du bureau politique du PDCI. Donc c'est un conflit familial du parti qui a été extériorisé à cause de cette dame qui trouvait illégitime Tidjane Thiam parce que ne remplissant pas plusieurs critères du parti, n'étant pas membre du parti politique depuis 10 ans et n'ayant surtout pas la nationalité ivoirienne. Alors revenons à ce scrutin du mercredi dernier. Est-ce un scrutin joué d'avance, Hamza Tablaï, pour renforcer, je dirais, la légitimité de Tidjane Thiam après ces derniers mois d'imbroglio politique et judiciaire autour de sa nationalité? Alors il faut observer ce scrutin avec beaucoup de tact en réalité. Je pense que ce scrutin a 2 volets ou 2 messages clés qu'il envoie. Le premier message, c'est le message d'une présence, d'une véritable stratégie politique au sein du parti. Et ça, c'est très important de le marquer parce que les déboires judiciaires que j'évoquais tout à l'heure sont liés justement au fait que Tidjane Thiam est contesté vis-à-vis de sa légitimité en tant que président du parti, vu qu'il jouissait, je vais dire, de sa binationalité avant d'être élu, la première fois. Oui, parachuté à la tête du PDCI. Exactement, oui. Président du parti. Donc aujourd'hui, cette stratégie le propulse en avant. Ça lui donne une certaine popularité. Et lui donne une légitimité d'abord et lui donne aussi une popularité, vous faites bien de le souligner, parce que
à cause de cette affaire, je pense que beaucoup ont entendu parler de Tidjane Thiam. Beaucoup de ceux qui ne le connaissaient pas ont entendu désormais parler de lui et ça lui a donné cette popularité. J'ai suivi ses propos suite à cette élection en direct de la chaîne PDCI TV et je pense que le parti est vraiment en proie à une tiraille à l'interne. Mais je trouve que cette élection va faire taire définitivement les tirailles à l'interne du parti et il va falloir désormais se concentrer sur les chantiers, sur l'échiquier national. La deuxième chose, et c'est le deuxième message que symbolise cette élection, c'est qu'il y a une unité constante autour du président Thiam. Parce que quand vous observez le taux d'élections qui dépasse les 80, alors on parle d'un taux soviétique comme au temps du parti, du parti communiste soviétique, c'est une sorte de razzia, il fait l'unanimité. Alors il n'y avait pas plusieurs candidats non plus, mais je pense que le parti autour de lui est en train de se constituer comme une unité politique pérenne qui puisse porter loin un message. Et ça, c'est vraiment fondamental parce qu'auparavant, on avait connu la grande figure politique du parti, du PDCI, avec Houphouët-Boigny, qui faisait l'unanimité. Et derrière Houphouët-Boigny, il y a toute une génération qui a été formée à diriger un jour la Côte d'Ivoire. Alors Henri Konan Bédié aussi, on peut le citer, et il n'y a pas que lui. Donc le parti est fourni en termes de ressources humaines, est fourni en termes de qualité, et je pense qu'aujourd'hui tout ceci a été personnifié grâce à la personne de Tidjane Thiam, et c'est un atout majeur pour le parti, vu que les élections présidentielles ne sont plus loin. Alors l'opposant est-il désormais 100% ivoirien? Oui, aujourd'hui, on peut le dire parce que je pense que Tidjane Thiam ne voulait plus verser dans les débats inutiles qui consistaient à dire « oui, mais je suis ivoirien, oui, mais… » Le « oui, mais » n'a plus de sens en réalité quand il s'agit d'aller ou d'affronter un camp structuré, en l'occurrence le camp d'Alassane Dramane Ouattara, qu'il n'y aura surtout pas de pitié s'il s'agit de respecter les tests, rien que les tests. Donc je pense que c'est très important de le marquer. Il est aujourd'hui 100% ivoirien, même si j'insiste là-dessus, ce débat n'aurait dû jamais avoir lieu parce que Tidjane Thiam a toujours été la figure ivoirienne vue de l'extérieur comme étant quelqu'un de très qualifié sur le plan économique, sur le plan financier. Il a été à la tête d'ailleurs de Crédit Suisse et c'est pas pour rien. Il a longtemps également fait la fierté de tous les Ivoiriens. Pourquoi c'est aujourd'hui on remet en question son ivoirité? C'est des choses qui interrogent véritablement par rapport au bon sens de cette plainte au niveau de l'appareil judiciaire et surtout ça pose problème par rapport à la recevabilité même de cette plainte. Comment se fait-il qu'on puisse recevoir ce genre de plainte alors qu'on sait très bien que Tidjane Thiam est ivoirien à part entière, impliqué dans le processus politique de son pays depuis plusieurs années, étant impliqué également dans le processus, je vais dire, national, dans l'ensemble général, puisqu'il était la figure qui incarnait en quelque sorte l'alternance, qui incarnait en quelque sorte la qualification de la jeunesse ivoirienne et qui incarnait également la fierté des Ivoiriens sur le plan international. Donc je pense qu'il y a une sorte de machiavélisme politique qui a commencé par prendre place au sein de l'échiquier politique ivoirien pour peut-être écarter un candidat crédible. Alors, l'avenir nous dira si il est toujours en course parce que justement, ce n'est pas parce qu'il a réussi à réinventer cette stratégie du parti en se retéléportant président que tout est terminé. Alors l'opposant, on le rappelle, hein, il reste, je dirais, radié de la liste électorale. Est-ce qu'il va réussir à se faire réintégrer sur cette liste avant la présidentielle? C'est la grosse question. Sinon, tout ceci n'aurait peut-être servi à rien du tout. C'est-à-dire cette tempête médiatique autour de qui est ivoirien ou de qui ne l'est pas, autour de oui, Tidjane Thiam est qualifié et est apte véritablement à incarner une sorte d'alternance politique au sein de l'échiquier politique ivoirien. Ceci n'aurait plus aucun sens si il n'est pas porté en tant que candidat du PDCI RDA. Mais
c'est tant mieux, parce que, vous savez, le jeu en politique, il n'y a pas de cadeau. En politique, il n'y a véritablement... Enfin, on dit souvent que le jeu politique n'est pas un jeu de cœur ou d'enfant de cœur. Mais je trouve ici, il y a deux possibilités qui sont à Tidjane Thiam. Soit il persiste en tant que candidat du parti PDCI-RDA et impose à l'échiquier national et politique, ce qui est quand même, ce qui sera très difficile à faire. Il impose un dialogue politique national au système et à tout le monde pour faire en sorte que son nom puisse être à nouveau porté sur la liste. Et il n'y aura pas que lui, bien sûr, parce que quand je parle de dialogue politique national, ça va ressembler à des assises politiques nationales pour lui permettre, la et pas que lui, justement, à quelques mois des élections. parce qu'il n'est pas le seul à être radié de la liste. Il y a Laurent Gbagbo, il y a Charles Blé Goudé et bien d'autres ténors de l'opposition qui ne sont pas peut-être des favoris, mais incarnaient en quelque sorte des positions très dures vis-à-vis du système en place. Donc, si il arrive à le faire, ce serait tout bénéfice pour lui. Et la deuxième option qui s'offre à lui, c'est de mettre en place une autre stratégie politique, c'est-à-dire il demeure à la tête du parti, parce que sa figure fédère tout le monde, sa figure peut fédérer les militants, et il met en place cette stratégie du gant de fer, enfin, de la main de fer dans un gant de velours. Vous connaissez la stratégie politique, c'est-à-dire il reste derrière et met en place tout un système, met en place tout un appareil pour conquérir le pouvoir. Et ça, ce n'est pas impossible. Il y a la jurisprudence politique sénégalaise qui aujourd'hui fait figure d'exemple en réalité. Il reste dans l'ombre et il porte un autre candidat. Qui, derrière, peut faire le job aussi. Donc ça, c'est la deuxième option qui s'offre à lui. Et dans tous les cas d'espèce, je pense que le parti PDCI-RDA a une chance unique, eu égard à cette tempête médiatique, eu égard à ce passé historique, eu égard, parce que c'est un parti qui date de 75 ans, qui a traversé énormément de périodes politiques, énormément de tensions politiques, mais qui reste le premier parti de la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est une opportunité unique qui leur offert aujourd'hui de pouvoir rediriger le pays. Et toutes les options sont sur la table aujourd'hui pour qu'ils puissent véritablement dernière question, saisir cette opportunité. Juin, c'est pas loin pour la publication définitive de la liste électorale. L'élection se tient en octobre prochain. Est-ce que le parti a encore le temps et les moyens de... C'est très juste, c'est vraiment très juste. Et c'est pour ça que je dis, c'est arrivé au mauvais moment. Toute cette décision est arrivée au mauvais moment parce que octobre n'est pas loin, comme vous l'avez remarqué déjà. Et on parle d'une élection présidentielle qui sera décisive, non seulement pour la classe politique, mais pour tous les Ivoiriens, dans le sens où Alassane Dramane Ouattara et son système sont en place depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et face à ce rêve de l'alternance, la jeunesse attend surtout des candidats ou surtout des partis politiques qui puissent porter des projets vraiment dignes de ce nom. Parce qu'en matière d'éducation, beaucoup de choses restent à refaire. En matière de santé, énormément de choses restent à faire. En matière d'économie aussi, on dit, oui, la Côte d'Ivoire, en matière d'économie, se porte bien dans la sous-région. Mais ce n'est pas suffisamment eu égard à cette inflation galopante qu'on observe dans la sous-région. Donc, il y a des défis qui attendent les futurs candidats. Il y a des défis qui attendent ceux qui veulent incarner cette alternance. Les jeunes, surtout, les attendent à ce carrefour. Mais est-ce que les partis de l'opposition sont prêts pour ce qui arrive? C'est la question que je me pose. Je dis non, ils ne sont pas encore prêts, parce que pour qu'ils soient prêts, il faudrait qu'ils se fédèrent autour d'une personne, autour d'un parti, autour de l'image de quelqu'un issu d'un parti politique. Il faut qu'il y ait une figure qui sorte du lot. Alors, quand on écarte Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et potentiellement Tidjane Thiam, qui est-ce qu'il reste? Il ne reste plus grand nombre. Il ne reste plus quelqu'un qui puisse apporter ce plus souhaité par la classe de l'opposition. Et ça va poser un problème au niveau de l'alternance. C'est-à-dire, l'opposition n'a pas eu le temps de mûrir une stratégie politique. L'opposition n'a pas eu le temps de désigner quelqu'un qui puisse faire l'unanimité, et malheureusement l'opposition n'a pas eu le temps d'aller contre celui qui est en face. Parce que celui qui est en face est
plutôt outillé oui, pour qu'il y ait une continuité de son système, même s'il n'a pas encore dit de façon claire et précise s'il sera candidat pour la prochaine élection. Et en définitive, je finis là-dessus, je pense que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire va servir d'exemple dans la sous-région. Parce que la Côte d'Ivoire est vraiment attendue. La Côte d'Ivoire est un peu dans le sillage du Sénégal en matière de démocratie, un peu dans le sillage du Bénin aussi en matière de démocratie. Est-ce que cette fois-ci, ça va être un plein succès? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara ne va pas céder au chant des sirènes pour un autre mandat? Et tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire risque aussi d'avoir un impact décisif dans la sous-région. Et le Bénin n'en sera certainement pas épargné. Et tout est suivi de très près. Merci à vous, Hamza Tablaï, chroniqueur, je dirais consultant politique et géopolitique. Merci d'être là. Dans la suite, tout à l'heure, eh bien, nous allons recevoir notre invité en toute franchise. Il s'agit du secrétaire exécutif national du Parti Force Corée pour un Bénin émergent, Paul Rouper. Nous sommes en toute franchise et nous recevons sur ce plateau la toute première personnalité du parti Force Corée pour un Bénin émergent, le parti d'opposition. Paul Rouper, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau du Grand Rendez-vous. Vous êtes le secrétaire exécutif national de la Force Corée pour un Bénin émergent. Les derniers événements ne vous font pas une très bonne publicité. Votre parti serait-il en déliquescence après les dernières décisions de suspension de certains cadres et ensuite la démission de l'un de vos cadres à Ouadéou? Non, je crois que vous m'avez invité pour des sujets assez importants. Ce n'est pas nécessaire de s'attarder sur ces événements. Je vais simplement dire que mon parti se porte très bien et que nous l'avons fait simplement un toilettage. Et au-delà de ça, les réactions qui s'en sont suivies, pour nous, sont à pardonner. Pardonner parce que celui qui a réagi, que vous connaissez, est un aîné que je respecte très bien, et un aîné qui a assez d'expérience. Il en a tellement fait qu'il y en a que moi je ne vais jamais souhaiter faire. Et donc du coup, je pense que c'est à classer. Vous voulez classer ce dossier, mais vous savez, Alain Adéou, il a servi votre parti. Vous l'avez dit que c'est un aîné. Il a servi le parti avec beaucoup d'enthousiasme, nous l'avons vu, et de détermination. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement, et lui et d'autres? Non, je crois que nous en avons déjà parlé dans la lettre de suspension. Il y a eu des fautes. Il y a eu des fautes qui ne sont pas pardonnables. Et donc, le parti a décidé de sanctionner. Quand vous dites fautes qui ne sont pas pardonnables, un peu comme ce qu'a dit l'un des membres de votre parti, Aboubacar Yaya, quand il parle de trahison, d'espionnage et beaucoup d'autres choses. Tout ça, c'est à mettre sur le compte de ce qui a fait que nous avons pris la décision. Alors, aujourd'hui, le parti ne se sent-il pas fragilisé après cette décision prise? Non, je crois qu'il vaut mieux se débarrasser de ceux qui peuvent nous tirer vers le bas que de faire semblant d'être bien accompagnés et de ne pas pouvoir atteindre nos objectifs. Nous sommes là pour véritablement travailler à donner un avenir radieux à notre parti. Et donc, tous ceux qui peuvent nous tirer vers le bas, sans hésitation, seront éjectés. Dans l'opinion, surtout du côté de vos militants, quelle est la réaction? Est-ce que c'est bien accueilli? C'est tout à fait bien apprécié parce que ça a été une décision du bureau exécutif. Et donc, ce n'est pas une décision du SEN que je suis. Je crois qu'il y a une confusion à ce niveau où notre grand frère se met à m'insulter. Bon, ce n'est pas ma décision personnelle, c'est une décision d'une instance du parti. Donc, à partir de ce moment, tous les membres donc, du bureau exécutif qui ont assisté à la séance sont venus de tous les coins de
de notre pays. Et donc, justement, on rappelle que vous étiez en session ordinaire. Exactement. Donc, la nouvelle évolue, donc l'appréciation est totale. En tout cas, c'est positif pour nous. Alors, vous avez tenu cette session ordinaire, on rappelle que c'était le 3 mai 2025. Quelle est la nouvelle ligne de politique que vous vous donnez à partir de cet instant? Je voudrais d'abord me réjouir du dynamisme avec lequel nous conduisons le parti. Les instances fonctionnent régulièrement et à chaque rendez-vous, c'est la grande mobilisation. Donc ça, c'est un point positif. Nous étions en session ordinaire et ça a été l'occasion pour nous de nous plonger dans le calendrier publié par la Sénat. La Sénat, oui. Ça impose des décisions. Donc nous avons planifié toutes les activités en tenant compte donc, du calendrier de la Sénat. Et cela voudra dire que dans les tout prochains jours, nous allons commencer donc par récolter les dossiers de candidature, et les rassembler à chaque palier, et donc avant que ça ne parvienne, avant qu'ils ne parviennent au bureau national. En dehors de ça, la plus importante décision qui a été prise, c'est ce que nous n'avons jamais fait depuis que nous existons, depuis 2008, que notre parti existe. Excusez-moi de ne pas être trop calé sur les lois actuelles. Nous existons bien avant ces lois-là. Et donc, il sera installé dans tous les villages et quartiers de ville des cellules de FCBE. Donc, ça sera une concrétisation de notre présence sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous ne pensez pas que le délai est un peu court quand on voit un peu le chronogramme que vous avez en face et pour respecter toutes les prescriptions contenues dans l'agenda de la Sénat? Non, en réalité, c'est deux travaux qui évoluent en même temps. Et les délégations qui iront pour ces activités seront en même temps chargées de collecter les dossiers. Ça veut dire que nous utilisons les mêmes ressources pour atteindre deux objectifs à la fois. L'installation en réalité ne nous pose pas problème parce que du point de vue existence sur le terrain, c'est déjà clair que nous avons donc des groupes, des points focaux. Des points focaux qui nous soutiennent donc dans ces différents villages. Et il ne s'agira que d'aller, n'est-ce pas, concrétiser cette existence. Et mieux. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Nous pensons que le débat qu'il y a eu lors du choix donc, de nos chefs de village, remonté et analysé, nous impose que nous anticipions. Nous souhaitons aujourd'hui que dans la désignation des chefs de cellules de nos villages, qu'on tienne compte des profils des gens et qu'ils soient des personnes capables de diriger les villages. Autrement, nous choisissons déjà nos chefs de village, dont nous allons avoir des dossiers, de sorte que lorsque cette cellule-là se bat, si le délégué travaille de sorte à ce que nous ayons la majorité dans son village, on sait déjà qui va donc devoir diriger le quartier ou le village. Alors, au regard de tout cet arsenal que vous comptez mettre en place et qui certainement concorde avec le chronogramme de la Sénat, est-ce qu'il n'y a pas des points qui vous paraissent, je dirais, un peu difficiles à honorer pour véritablement répondre présent aux différentes élections? Non, je crois que nous connaissons les tests. Et à côté des tests, il y a que la Sénat a bien fait de publier ce calendrier. Et très tôt. Très tôt. Et donc ça nous permet d'anticiper et de vite avancer et donc être au rendez-vous comme la loi l'exige. Alors vous avez encore 6 communes sous contrôle, Paul Montpère. Est-ce que ces communes-là, vous restez toujours fidèles? Quand je parle de communes sous contrôle, je parle des mairies que vous avez. Oui et non. La loi les oblige.
en termes d'utilisation des parrainages, par exemple. Bon, mais au-delà de ça, nous savons qu'il y en a qui, justement, ont rejoint les partis de la mouvance. Mais ça ne pose pas, pour le moment, un problème pour nous. Alors, le débat sur les élections couplées, législatives et communales, vous semblez, je dirais, avoir des réponses à cela, mais pour la présidentielle, comment vous vous organisez, surtout avec la question du parrainage? Non, c'est ça que j'avais déjà expliqué sur un plateau. En réalité, notre opposition s'arrête avec la fin du pouvoir de Talon. Nous ne pouvons pas nous déclarer opposants à un régime ou un système que nous ne connaissons pas encore. Ceux qui pensent que la durée de leur opposition va au-delà de Talon, bon vent à eux. Nous avons été, nous nous sommes déclarés opposants à une gouvernance incarnée par le président Talon. Il est clair que le président Talon dit qu'il s'en va, et conformément aux lois de la République. Et donc, pour nous, toutes les discussions sont possibles pour donc permettre une gouvernance apaisée et harmonieuse à partir donc de 2026. Alors, pour cela, nous sommes demandeurs. Nous avons dit que nous pouvons négocier les parrainages là où il y en a suffisamment. Et donc, nous sommes clairs là-dessus, nous ne sommes pas gênés, nous pensons que lorsqu'on n'en a pas, ce n'est pas un crime de demander. Et donc, nous allons nous approcher des responsables, donc des partis politiques qui ont des parrains en surplus pour voir. Ce n'est pas encore tranché, ce n'est qu'une volonté qui se manifeste. Nous voulons contribuer, nous voulons être dans le débat, oui. Nous voulons apporter nos idées. Et il n'y a que cette période-là pour véritablement débattre sur les questions essentielles. Et à quelle étape êtes-vous en ce moment dans la négociation, dans le rapprochement vers les formations politiques pour négocier? Tout ne peut pas être dit sur un plateau. Vous avez déjà commencé les démarches? Je crois que ça viendra. Ça viendra. Donc vous n'avez pas encore commencé les démarches? On ne nous a pas encore donné des réponses. Même en parlant comme ça sur votre plateau, c'est des appels de pied, n'est-ce pas? Que vous faites? Donc, oui, bien sûr. Et donc, ça va faire que lorsque nous allons nous asseoir avec les forces d'en face, les forces qui détiennent les parrainages. Que ça ne soit pas une surprise, oui. Que nous sommes, disons, demandeurs de ça, et qu'ils nous disent leur point de vue. En plus de vous, il y a 3 formations politiques qui ont le gros lot des parrainages, 28 pour le Bloc républicain, les démocrates, et puis l'UPR qui en a assez. Alors, vous êtes une formation politique de l'opposition. Est-ce que ça ne sera pas plus facile pour vous d'aller vers le parti d'opposition qui détient les parrainages en accord de gouvernance, par exemple, plutôt que de chercher dans la majorité présidentielle? Au fait, c'est la confusion que les gens font. Oui, dites-nous. Une petite confusion. Oui. Nous sommes une organisation politique sérieuse. Nous aspirons à gérer le pouvoir. Si on s'est convaincu de ce que nous ne pouvons rien, que nous sommes vaincus, nous pouvons faire certains choix. Le choix d'aller vers celui qui a, ou bien cette formation qui a 28, juste 28, c'est erroné, c'est insensé. C'est exactement comme si on veut aller à Topa, que nous savons que pour y aller, à partir d'ici, il faut 500 francs. Et donc, j'ai mon voisin, mon frère plus proche de moi, qui n'a que 500 francs. D'accord? Et un autre plus loin, qui a peut-être 5 000, 10 000 dans sa poche. Vous voulez que j'aille demander de l'argent, moi qui n'en ai pas, ou qui n'ai pas suffisamment d'argent, que j'aille demander à qui? Celui qui Pas celui qui a 500, mais plutôt celui qui a 5 000. Donc, si je vais rogner dans ces 500, nous tous là, nous n'allons pas atteindre Topa. Eh bien, c'est ça. Ils aspirent diriger le pouvoir, ils veulent assumer des fonctions importantes du pays. Et comme nous aussi,
Je ne crois pas qu'il faut se mettre tout de suite à leur remorque. Non, je crois que non. Maintenant, l'autre erreur, c'est que BR, par exemple, n'a pas que 28. Il y a des maires BR qui s'ajoutent aux 28 députés. Donc, eux, ils en ont certainement un peu plus en réserve. Oui. D'accord? Comme UPR. Oui. Donc, vous pouvez glaner de part et d'autre. De part et d'autre. Si démocrate en avait un peu plus, oui, on peut également leur dire de compléter pour nous et puis on va prendre aux autres endroits. Alors, est-ce que ce n'est pas cette approche-là qui fait que beaucoup vous soupçonnent d'une opposition qui deal avec le pouvoir? Mais non, pas du tout. Il s'agit ici d'une question de projet de société. Lorsque vous confrontez les projets de société, qu'il y a des différences, si vous avez des options politiques qui ne concordent pas, il est possible, n'est-ce pas, de poser le problème, de mettre ça sur la table et de dire, par rapport à ci et ça, comment est-ce que vous entendez faire pour que nous puissions donc être plus proches? En dehors de ça, la vie politique n'est pas si cloisonnée pour qu'on ne puisse pas discuter politique. Donc, que nous soyons en mesure de discuter avec les partis de la mouvance ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec la gouvernance en place. C'est deux choses différentes. Parce qu'en tant que force politique séparée, vous n'allez pas dire que BR et UPR ont le même projet de société. Ils essayent de s'entendre sur le minimum, et ceci autour du président Talon. C'est de la même manière que nous pouvons discuter également avec eux, avoir des passerelles et savoir ce que nous ne pouvons pas obtenir et ce que nous pouvons les amener à changer pour que un rapprochement soit possible. Si le pays, la gestion du pays n'est pas vue de cette façon, nous risquons de casser, de tout casser, de tout... Non, les politiques doivent se parler. Les politiques doivent se parler. Est-ce que vous parlez avec votre ancien mentor, le président Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, puisque vous êtes tous de l'opposition? Oui, nous sommes tous de l'opposition, mais je crois que pour le moment, nous ne nous sommes pas rencontrés. On n'a pas eu des discussions, mais... nous ne sommes pas contre la possibilité de discuter, surtout que nous avons été ses collaborateurs. Je crois qu'on ne force pas un grand, et nous attendons, et je crois que pour nous, il n'y a pas d'ennemis en politique, il n'y a que des adversaires. Et donc, discuter, ce n'est pas du tout un problème. Il y a des préalables qu'il faut régler. Je crois que si un jour on se retrouve, nous allons nous parler. Il y a quand même des démarches qui sont menées depuis fort longtemps afin que vous puissiez intégrer, il y aurait le cadre de concertation qui a été mis en place, cette coalition de l'opposition que beaucoup ont tenté de faire, mais on dit que vous avez rejeté l'offre. Pourquoi? Non, je crois que s'il faut vraiment se pencher sur ce terrain, nous aurons une bonne demi-heure pour vraiment dire ce qui sous-tend notre position par rapport à ça. Je crois que c'est trop facile de prendre ça comme ça. Et pour des formations sérieuses comme la nôtre, on ne marche pas parce que quelqu'un veut. Non, 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 non. Tout se décide, tout s'analyse en notre sein. Et c'est au vu donc des paramètres que nous décidons de faire ce que nous devons faire. Je crois qu'entre eux et nous, il y a des questions à régler avant qu'on ne se mette dans un groupe et travailler ensemble. Mais qui ne sont pas des questions dures, mais c'est des questions quand même essentielles. Essentielles ou de personnes? Question de personnes, peut-être, question essentielle. Peut-être même de principe. De principe. Même de principe. Je crois que là-dessus, nous ne pouvons pas être dans ce cadre-là. Alors, quelle appréciation faites votre parti de ces différents échanges, ces différentes rencontres entre les personnalités qui ont géré le pays à un certain niveau donné de responsabilité? Boni Yayi qui rencontre Ngwedi qui va voir Boni Yayi, Amoussou Bruno et tous ces acteurs-là aujourd'hui pour parler du pays. Quelle analyse faites-vous de ça? C'est des citoyens. Ils en ont le droit. Je trouve que c'est normal. Que, bon, seulement, ça me pose un problème. Lequel? D'abord, le timing. Le moment où ils ont commencé par faire tout ce balai. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait un peu plus tôt?
pour nous, c'est comme si... on dit souvent qu'il n'y a pas un temps politique. Bon, les élections présidentielles qui pointent. Et donc, vous connaissez ces années-là qui ont toujours animé la foire. J'allais plutôt dire ce marché politique à l'approche des présidentielles. Qui pour louer son logo, qui pour vendre son parti. Je crois que malheureusement, le marché est totalement chétif là maintenant, avec les lois votées par la rupture. Il n'y aura pas de location. Vous pensez que le marché malheureusement est chétif. Alors, donc il n'y a pas d'impact à travers ces allers et retours, ces discussions, ces échanges. Je souhaiterais que le peuple béninois ne soit pas sensible à ça. Qu'on ne regarde pas là et qu'on pense plutôt à l'avenir de notre pays. Et ce qui se fait actuellement, qui n'est pas mal, son aspect sérieux et ce qui est à corriger pour que le pays avance. Alors, pratiquement les toutes dernières questions avec vous, Paul Ronquet, secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Vous avez tenu votre congrès ordinaire, c'est le 2e de cette année. Qu'apportez-vous de nouveau? Quelles nouvelles propositions vous mettez sur la place publique pour, une fois encore, impacter vos militants, les sympathisants et ceux-là qui vous voient faire? Non, au-delà des décisions qui consistent, disons, à mettre en application le calendrier de la Sénat, notre présence dans les villages, il y a que nous donnons du sens à l'implication des femmes dans la sphère politique. Et pour ça, non seulement les femmes, mais les jeunes. C'est pourquoi, vous avez vu, le week-end dernier, nous étions avec les jeunes du parti, à qui nous avons donné, avec qui nous avons partagé les b.a.-ba du code qui est là, surtout son aspect pénal et les contentieux pouvant donc naître de ces élections. Nous leur avons donné les garanties qu'il y aura plusieurs jeunes sur nos listes. Oui. Et donc, l'assurance que plusieurs jeunes seront bien positionnés. Et le week-end prochain, nous serons justement avec nos femmes. Nous voulons travailler avec elles, les amener à prendre leurs responsabilités et à, disons, manifester leur volonté d'être portées sur nos listes. Ça, c'est très important comme apport à notre base, à nos militants. En dehors de ça, c'est qu'ils s'assurent que nous irons à toutes les élections. Au minimum les deux. Mais l'autre est en discussion. Si on nous donne cette possibilité donc d'avoir les parrains, nous ne manquerons pas d'être également dans la course. Ceci dit, nous travaillons quotidiennement à ce que ceux qui ont cru, ou qui croient encore, ou qui sont en train de venir, parce que malheureusement, nous parlons beaucoup de quelques-uns. Des départs. Départ. Vous savez combien viennent, non pas individuellement, mais qui sont à la tête des groupes importants, qui adhèrent tous les jours. Vous savez... Et pourquoi ce silence autour des adhésions? C'est justement ça. Oui. Ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui pèse, ne fait pas du bruit. Et je crois que... Nous allons sur un champ de bataille, il faut montrer, chacun doit montrer ses armes. Non. Vous savez, il y a plusieurs choses qui se passent dans les médias, sur les plateaux de télévision. Écoutez, nous ne sommes pas pour aller, par exemple, donner un bidon d'huile et mobiliser la presse pour 2 millions. C'est disproportionné et nous pensons qu'il vaut mieux agir. Il vaut mieux être dans l'action plutôt que dans la publicité qui trompe généralement les gens. Alors, Paul Ronquet souhaite-t-il réessayer l'aventure de 2021? Aller à la présidentielle? Il y a deux aspects de l'aventure. Oui. L'aventure, selon laquelle FCBE a été à ce rendez-vous, d'accord. Parce que je conduis un parti, notre parti souhaite être à ce rendez-vous. Maintenant, quand il s'agit de ma personne, je crois que
ce débat n'est pas encore lancé à notre niveau. Vous n'allez voir aucun FCB dire c'est lui qui pourrait être le porte-flambeau, etc. Non, je crois que quand on aura réussi à faire les échanges, à discuter programme, objectifs politiques, idéologie, etc., qu'on se serait compris sur un minimum, là, nous ne cédons pas, ça, nous pouvons faire avec vous. Telle idée que vous avez, nous allons prendre ça en compte, nous allons intégrer, etc., qu'on trouvera un terrain d'entente. Je crois que ça ira vite. Nous avons le staff, nous savons à peu près ceux qui peuvent, disons, avoir... Il y a des visages, il y a des intentions qui se font montrer. De toute façon, je n'en ai pas encore eu. Il n'y a pas de dossier déposé sur la table pour... Ce sera prématuré que quelqu'un s'aventure aujourd'hui et dit que... Et si c'est quelqu'un... Vous observez un peu ce qui se passe de l'autre côté avant de prendre la décision. Ce n'est pas ça. Stratégiquement, on ne peut pas fixer le visage de quelqu'un maintenant. Pourquoi? Parce que ça peut repousser les partenaires. Ah, on ne sait jamais. Et qu'on dise que c'est un père qui dit déjà qui sera candidat et que quelqu'un de l'autre qui... Non, etc. Et on va dire, ah, si c'est lui, est-ce qu'ils vont faire d'autres calculs par rapport à ça? Non, qu'il y ait moins d'éléments de calcul pour que nous puissions déboucher sur l'accord. Est-ce que ce n'est pas la stratégie imprimée par le camp d'en face qui vous fait dire tout ça et qui vous laisse attentiste? Pas du tout. Encore que nous n'avons pas commencé les débats. Encore que non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est sérieux. Nous sommes organisés et il y a que chacun doit attendre le mot d'ordre du parti, manifester sa candidature, des analyses seront faites, des choix seront faits et puis par la suite on pourra ébruiter et puis disons aller faire l'investiture. Alors, merci à vous Paul Roumpouet d'être venu sur ce plateau et de répondre présent à notre invitation. Un dernier mot? D'abord, de m'excuser auprès de vous et tout votre public parce que nous avons eu assez d'invitations que nous n'avons pas honorées parce qu'il faut un temps pour réfléchir, analyser, voir ses faiblesses, un temps pour mobiliser les moyens, un temps pour s'engager. Un temps pour la parole. Maintenant, là, c'est parti. C'est parti, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le premier responsable de la Force Corée pour un Bénin émergent et donc le secrétaire exécutif national. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé sur le grand rendez-vous. Et le grand rendez-vous, c'est terminé. Bonsoir chez vous.